Donc aujourd'hui, on va discuter de l'IA générative. Est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour les freelances? Vous allez voir, la question, elle n'est pas si facile que ça à répondre. Avant, je me présente très rapidement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé pendant 9 ans à mon compte. Ensuite, j'ai travaillé 9 ans en entreprise, donc dans des on va dire des plus grosses boîtes, notamment, OVH, M6 Web et cetera. Et depuis, j'ai l'impression de vraiment faire des cycles. Là, je démarre un nouveau cycle de 9 ans où je suis repassé freelance spécialisé en GenAI, donc c'est tout ce qui est autour de l'IA générative. J'ai vraiment cette casquette de formateur et en même temps, j'ai cofondé une start-up, on va dire, j'en parlerai plus tard, mais qui est dans l'un des plus gros incubateurs d'intelligence artificielle, à Montréal et qui s'est spécialisé dans la générative AI. Donc là, c'est juste vraiment pour vous montrer, sur quoi j'ai travaillé et aussi sur le fait que je suis aussi freelance. La fascination pour la Gen AI, on va dire l'IA générative, c'est au-delà de la qualité, c'est ça qui était stupéfiant quand c'est sorti. Je pense que tout le monde a dû connaître, ChatGPT, c'est la vitesse de la génération. Si vous prenez, des IA bien configurées, vous pouvez faire 500 mots en une seconde. Il y a aucun humain qui peut rivaliser avec une telle vitesse et en termes de coût, on met de côté, l'entraînement du modèle qui coûte très cher, à l'utilisation. Vous pouvez l'installer maintenant sur votre ordinateur, donc ça vous coûte, rien à part un peu de courant ou alors vous pouvez utiliser, des logiciels très connus où ça va vous coûter, quelques centimes d'euros par appel. Donc c'est ça qui a fait la différence sur cette technologie, c'est qu'elle est très rapide, elle coûte pas cher et vous allez voir, elle permet de faire des choses assez extraordinaires. Là-dessus, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'approche médiatique. Dès que ChatGPT est sorti, donc tout le monde a vu passer la technologie à la télé, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et cetera et les médias, ils ont eu cette approche de voir à la fois le mal et le bien. Donc le bien, oui, on va pouvoir travailler plus vite, on va pouvoir faire des tâches moins rébarbatives, mais le mal, moi j'ai été dans les premiers à mettre un tweet en disant que ça pouvait être un véritable danger pour certains emplois. Donc tout de suite, ça a été un emballement médiatique. Oui, qui va être concerné? Qui va perdre son emploi? Que vont devenir ces personnes? Et cetera, et cetera. Et là-dessus, sachez qu'il existe des travaux très poussés, donc des études que je vous invite à aller lire. Donc, vous voyez celles-ci qui sont sorties en 2022, en 2023, et cetera, qui montrent que globalement, c'est pas tout noir ou tout blanc. Globalement, on mesure à l'heure actuelle, et après je vais vous donner des chiffres très précis et les emplois concernés, on mesure que globalement l'IA augmente la productivité. Et on mesure aussi que l'IA, non seulement ne va pas faire que détruire de l'emploi, elle va aussi en créer vraiment de nombreux. Et c'est là où maintenant, à travers ces papiers de recherche, donc à ma connaissance, il en existe plus d'une vingtaine qui ont étudié l'impact de l'IA sur le marché du travail. Globalement, ces papiers sont plutôt très optimistes pour la suite. Et moi, ce que j'adore prendre comme étude de cas, c'est celle-ci. Celle-ci, donc c'est Goldman Sachs qui a notamment montré qu'on augmentait fortement, en productivité. Donc là, c'est un graphe parmi les 30 graphes, que vous pouvez retrouver dans l'étude. Sur ce graphe, vous voyez les métiers qui existaient en 1940 et les métiers qui n'existaient pas en 1940. Et là, au gré de toutes les technologies qui sont sorties, parce qu'avant l'IA générative, il y a eu internet, il y a eu les smartphones et vous allez voir, il y a eu d'autres technologies que je vais évoquer après. On se rend compte que globalement, chaque technologie de rupture, certes, détruit certains emplois, mais en crée beaucoup plus de nouveaux. Et là, vous allez voir que dans l'activité de freelancing, c'est exactement la même chose. Il y a des activités qui vont être amoindries, qui vont être touchées par l'IA, mais globalement, l'IA va donner beaucoup plus d'opportunités, à ceux qui vont utiliser les bons outils. Alors là, ce qui manquerait, dans ce graphe, ça serait d'avoir un peu la décomposition par service et voir, oui, effectivement, il y a eu de la création d'emplois, mais quels types d'emplois sont créés? Et pour cela, moi j'adore ce graphe, c'est tout simplement, donc on prend la comptabilité et on regarde l'impact d'un tableur. Donc, je dis un tableur parce que les tout premiers s'appelaient VisiCalc, vous voyez, en 1979. Après, il y a eu la sortie de Lotus 1, 2, 3. Après, en 1987, il y a eu la sortie d'Excel. Excel est une technologie de rupture. Avant, la comptabilité, les comptables, ils faisaient tout à la main, avec une bonne calculette à côté. Avec la sortie des tableurs, alors forcément, vous voyez, il y a une courbe en décroissance.
Vous voyez qu'il y a certains comptables qui ont perdu leur profession parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter, ils voulaient continuer à tout faire à la main. Mais on a une explosion de tous ces consultants en analyse financière ou avec les tableurs, ils ont pu faire des miracles, ils ont pu croiser les données, ils ont pu être beaucoup plus performants, beaucoup plus pertinents. Et souvent, ce ratio, pour un emploi perdu, on en a presque deux nouveaux qui se créent. Ça se vérifie dans tous les domaines. On pourrait prendre n'importe quelle technologie qui est sortie sur les 40 dernières années, on pourrait le vérifier. Alors là, il y a un peu des batailles sur les chiffres. Il y en a pour certains, c'est 1 pour 1, il y en a pour certains, c'est 1 pour 4, 1 pour 5. Ça va vraiment dépendre du domaine dans lequel vous travaillez. J'ai pu faire des formations sur l'IA générative pour les avocats. Là, effectivement, on se rend compte que ça va être beaucoup plus que du 1 pour 2. Et maintenant qu'on a ce contexte, moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y en a qui vont voir que les opportunités. Il y en a qui vont voir que les menaces. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est cet esprit critique qui consiste à voir les opportunités et les menaces. Et vous dire aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de travailler, il y a des nouvelles missions qui vont apparaître sur le marché. Et oui, il y a un danger pour certains emplois, mais vous allez voir, c'est vraiment spécifique et on va essayer de le quantifier ensemble. Ça, c'est une phrase que j'adore et qu'on entend souvent, c'est que l'IA ne va pas vous remplacer, mais une personne qui utilise l'IA va vous remplacer. Et elle est assez marrante cette phrase parce que je me suis dit, mais qui l'a inventé cette phrase? Et j'ai commencé à remonter le smartphone, Internet, c'est un peu une phrase qu'on dit à toutes les sauces. Et j'ai réussi à remonter jusqu'à l'existence des cochers qui voyaient la voiture arriver et on leur disait, bon, la voiture, elle ne va pas vous remplacer. Par contre, les cochers qui vont devenir des conducteurs de voitures, ils vont remplacer ceux qui se déplacent en cheval. Donc, vous voyez, ça a toujours existé et ça existera encore dans 30, 50 ans. Il y aura tout le temps des technologies de rupture qui vont venir tout bouleverser. Ce que je veux faire maintenant, c'est un focus dans les entreprises. Quand je fais des formations en entreprise, la première question qu'on me pose, c'est « Vincent, tu te rends compte que là, on est en train de donner à l'IA des tâches qu'on fait tous les jours. » Et moi, ce que je prends à chaque fois comme métaphore, c'est l'exemple du GPS. Le GPS, je pense que tout le monde utilise, tous ceux qui écoutent, on a accepté de confier notre navigation à une machine. Et pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous utilisez un GPS, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, parce que forcément, vous allez mieux vous déplacer, vous allez consommer moins d'essence, et vous êtes en train de réduire votre stress. Et ce qui se passe, c'est que quand on utilise un GPS, on va vraiment se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et c'est ça, en fait, qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Et c'est ce que font toutes les entreprises. Il y a des comités de gouvernance qui sont en train de s'installer un peu partout. C'est décider qu'est-ce qu'on peut confier à une IA, qu'est-ce qui ne sera jamais confié à une IA. Et c'est d'anticiper l'apparition des nouvelles tâches, des nouvelles métiers. Et c'est surtout pour les entreprises, former les collaborateurs à ces technologies. Donc, même si vous êtes freelance et que vous n'utilisez pas l'IA, vous serez confronté à des personnes qui eux-mêmes utilisent l'IA. Et c'est aussi, pour les entreprises, avoir leur propre IA sur des tâches précises. Donc là, je propose de peut-être prendre une ou deux questions. Si on... Oui. Alors, il n'y a pas eu de questions encore, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser à Vincent pour qu'on puisse y répondre. Et également, on n'en a pas parlé en début de session, mais il y a un sondage Oui. qui est disponible aussi à côté de l'onglet questions pour nous dire un petit peu si vous utilisez justement l'IA générative dans votre quotidien pro et perso. Donc, je vois que ça commence à répondre. Plutôt oui, a priori. Voilà. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser. Ok, parfait. Donc, dans ce cas-là, je continue, mais surtout, n'hésitez pas, à chaque fois, je vais faire des pauses pour éviter que ce soit trop unidirectionnel. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous présenter, c'est les deux modes de freelance possibles avec l'IA. Donc, j'ai vraiment simplifié à l'extrême, mais vous allez voir, c'est les deux modes sur lesquels on va dans les prochains mois. Le premier mode, il va plaire à personne, c'est le freelance remplacé par une IA. Et c'est possible si et seulement si, alors là, il faut bien lire dans quel cas on est remplacé par une IA, si les tâches sont répétitives, s'il n'y a aucune interruption pendant la tâche, s'il n'y a pas de situation anormale et s'il n'y a aucune interaction sociale. Donc, vous voyez, ça fait des sacrées conditions quand même pour que l'IA puisse remplacer un freelance. Et ce scénario, comme j'écris, il est très peu probable.
Et limite, quelqu'un qui ferait ça de sa journée entière, je ne suis pas sûr qu'il ait de la valeur ajoutée sur cette tâche précise. L'IA ne peut pas remplacer les freelances dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce qu'on est sur des services, comme j'ai écrit, créatifs, stratégiques, qui nécessitent souvent de la réflexion critique, de savoir s'adapter, d'aimer les interactions humaines. Tous les jours, le client il peut légèrement modifier son besoin, exprimer des choses plus ou moins urgentes, etc. Et en fait, on se rend compte que dans les métiers de freelance, on est souvent confronté à des situations imprévues, à des exceptions qu'il va falloir gérer rapidement. Et enfin, sur la fin d'un projet, souvent les clients, ce qu'ils apprécient, c'est la petite touche personnelle. Donc là, tout ce que je suis en train de vous citer, c'est des choses que l'IA est aujourd'hui, et même dans les prochaines années, incapable de faire. Parce qu'il y a tout le côté émotionnel, etc., sur lequel, d'ailleurs, on ne veut pas diriger la machine. Le freelance augmenté, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui et on va passer beaucoup de temps ensemble sur comment on fait pour devenir un freelance augmenté, c'est-à-dire un freelance qui utilise l'IA pour mieux travailler, pour travailler plus vite. Et ce scénario est fortement probable. Il y a peut-être 95% de chances que tous ceux qui nous écoutent actuellement utilisent l'IA générative dans leur travail. Alors là, je vais aller doucement sur la règle d'or. Donc là, vous voyez, c'est du Creative Commons. C'est différents pays qui ont discuté ensemble sur la bonne utilisation d'une IA générative. Alors là, ce document a été fait à la sortie de ChatGPT, mais sachez que ce document devrait être appliqué dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous comprenez ce graphe, vous savez quand utiliser l'IA générative et quand il ne faut pas utiliser l'IA générative. Pour votre info personnelle, l'éducation nationale utilise ce graphe pour justifier l'utilisation ou non de l'IA générative à l'école. On va partir du point de départ. Donc, est-ce qu'on se soucie que le résultat soit vrai ou faux? Par exemple, si je génère un conte de fées, si je génère un poème, donc là, il n'y a pas de débat. Ça peut écrire n'importe quoi, ça ne présente pas de problème au niveau de la sensibilité et d'utilisation des données. Dans ce cas-là, l'utilisation de l'IA générative est safe. Donc, il n'y a pas de sujet. Par contre, si je commence à générer des données où il faut avoir une expertise pour les vérifier, alors ça peut être dans la finance, ça peut être dans la compta, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans la technique, etc. Là, on va se poser une question, c'est que l'utilisateur a-t-il cette expertise pour vérifier ce qui est généré? Donc, s'il n'a pas l'expertise, clairement, il ne doit pas utiliser l'IA générative. Parce que ce qui peut se passer, c'est que l'IA générative peut lui raconter n'importe quoi, ça peut être pris pour vrai et ça peut avoir des conséquences désastreuses. Il y en a qui utilisent ChatGPT pour se soigner sans aucune connaissance médicale. Ils prennent d'énormes risques parce que l'IA, il y a des concepts d'hallucination et quand l'IA ne sait pas, elle invente. Et elle peut vraiment inventer des choses complètement improbables. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, où quelqu'un demandait à l'IA comment on fait le grand écart. Donc oui, ça expliquait comment on faisait le grand écart, mais tous les muscles qui étaient cités étaient complètement faux et inventés. Et après, donc non seulement si vous avez l'expertise, mais dans le schéma, vous voyez, là j'arrive au milieu, et ça dit, est-ce que vous assumez les entières responsabilités de la réponse générée? Et si encore une fois c'est oui, donc si vous êtes un expert et que vous vérifiez et que vous assumez les résultats générés, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'IA générative. Et c'est extrêmement important de connaître cette règle d'or. Donc là, on peut encore prendre une ou deux questions. Oui. Ah bah, du coup, on a eu un peu plus de questions. Alors, on a Vincent qui nous demande, donc l'IA, OK, mais comment se former? Il existe beaucoup de moteurs. Alors, c'est une très bonne question parce qu'il existe beaucoup de moteurs. On a Stable Diffusion, Midjourney, etc. On a des solutions propriétaires, on a des solutions open source. Mais en fait, quand vous allez vous former, donc moi j'en parle après plus tard, dans 2-3 slides, il y a énormément de sites qui vont vous former sur une technologie précise. Et le plus important, c'est OK, il y a plein de technologies différentes, mais c'est d'en prendre une et de la maîtriser parfaitement. Donc, par exemple, dans le domaine artistique, on va plutôt prendre Midjourney et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est derrière Midjourney? C'est un modèle de diffusion. On va apprendre à écrire des prompts et ces concepts,
que vous allez apprendre, donc sur une IA précise, vous allez les retrouver légèrement différents dans d'autres logiciels. Donc en fait, le plus important, c'est de commencer avec un modèle. Après, vous allez être à l'aise parce que vous allez retrouver plein de points de correspondance avec d'autres modèles. Merci. Du coup, je vais les faire dans l'ordre. Donc ensuite, on a une question de Cindy qui introduit en te remerciant pour cette présentation, ta façon de présenter les choses. Une question, donc j'utilise ChatGPT 3.5. Je ne suis pas experte, mais ça m'aide. Si j'ai bien compris, il y a plusieurs IA en dehors de chat. Laquelle préconisez-vous? Chaque GAFA, donc c'est Google, Facebook, bon maintenant Meta, etc., ont leur propre IA. Donc par exemple, celle de Google, c'est Palm 2, celle de OpenAI, Microsoft, c'est GPT-4 maintenant. Donc GPT-4, alors là déjà mon premier conseil, c'est GPT-4 est peut-être 10 à 100 fois meilleur selon les domaines que GPT 3.5. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre cet abonnement, surtout si vous faites des choses qui demandent de la précision. Mais sachez que quand vous utilisez Bing.fr avec le navigateur Edge, vous avez accès à GPT-4 et maintenant même DALL-E 3, qui est le dernier générateur d'images, de façon gratuite pour, je pense, une centaine d'appels par jour. Donc, pour répondre à cette question, elle est difficile parce que ça va dépendre de votre domaine d'activité. Par exemple, OpenAI est très mauvais sur les mathématiques. Donc, il faut un peu fuir les technologies GPT-4 quand on travaille dans la finance. Et donc, selon votre domaine, il faut s'orienter vers des IA plus ou moins spécialisées. Et sachez aussi qu'il y a des IA open source, donc pour ceux qui font du développement, qui s'appelle par exemple Llama 2, qui fonctionne extrêmement bien et que vous installez sur votre ordinateur et qu'après, vous pouvez utiliser en plus dans un environnement sécurisé. Le problème des IA, c'est que quand vous utilisez ChatGPT, vos données partent sur des serveurs américains et l'IA vous répond. Donc maintenant, on est en train vraiment d'essayer de concevoir des IA où tout reste en interne. Donc je ne peux pas répondre à la question parce que ça dépend du domaine d'activité. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou tu Oui, préfères j'en qu'on prends une dernière et puis après Ok, je on continue. prendra les autres après. Donc, à propos des risques de remplacement des freelances, si certaines tâches deviennent plus faciles à faire pour de nombreuses personnes grâce à l'IA, ne pensez-vous pas que les entreprises peuvent alors demander à leurs salariés de faire le travail qu'elles déléguaient avant aux freelances? Alors, oui et non, c'est-à-dire que faire une tâche qui est déléguée à un freelance, si je reviens en arrière, ça va être ces tâches répétitives sans interruption, mais dès le moment où, par exemple, je reviens après dans les slides sur le travail d'un designer, générer des templates de sites avec Midjourney, c'est très facile. Par contre, choisir la bonne template, comprendre, l'améliorer, la retoucher dans Photoshop, faire son intégration, la proposer, écouter les allers-retours avec le client, ça, c'est complètement inaccessible pour une IA. Donc, effectivement, il y a des choses que les entreprises vont essayer de faire, mais elles auront toujours besoin de freelances qui ont cette seniorité et cette expérience qui est bien au-dessus de l'IA. Ok, merci. Donc On voilà, garde mais les prochaines merci. pour la fin. Exactement. Alors, c'est bien parce que j'ai eu la question, c'est comment utiliser l'IA pour améliorer vos services que vous proposez. Le plus important aujourd'hui, c'est de se former à l'IA générative. Donc, je sais qu'il y a plein de personnes qui utilisent ChatGPT. Donc, moi, sur LinkedIn Learning, j'ai créé une formation qui s'appelle Comment générer des contenus avec l'IA générative. Elle se retrouve facilement et je vous invite à le faire parce que j'ai traité tous les sujets. J'ai traité à la fois la génération de texte, la génération d'images, etc. Il existe des formations gratuites sur deeplearning.ai. Alors, ces formations, elles sont en anglais, elles sont assez tech, et donc celles-ci, elles seraient plutôt pour les développeurs. Et après, quelque chose que j'aime bien, c'est Google Academy. Donc là, encore une fois, c'est gratuit. En plus, ça donne une certification à la fin. Et avec Google Academy, c'est entre les deux, en fait. Moi, j'ai fait quelque chose sur LinkedIn Learning qui est très axé pratique. Sur deeplearning.ai, c'est très axé théorie. Et sur Google Academy, c'est entre les deux et puis ça ne dure pas trop longtemps. Donc, je vous invite vraiment à en prendre une des trois. Alors, si vous avez le temps, essayez de faire les trois, mais de vous former parce que c'est important de connaître les avantages et les inconvénients de ces technologies. Le champ des possibles, moi,
j'avais envie de vous dire, vous avez tous des activités très différentes et vous donnez tout ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui. Je pense que ça a jamais été fait. Mais déjà sur l'IA, on a ce qu'on appelle les modificateurs de texte. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver nulle part, mais les modificateurs de texte, c'est-à-dire la capacité à simplifier un texte. L'élaborateur, c'est capacité à développer un texte. Le correcteur, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est la capacité à corriger un texte. Ça peut être des erreurs de français, des erreurs grammaticales, des erreurs d'anglais, etc. La capacité à compresser un texte. Alors cette capacité-là, elle est très peu connue, mais elle est très utile. Il faut savoir que maintenant, avec l'IA, on fait ce qu'on appelle de l'ultra-personnalisation. Et l'ultra-personnalisation, ça consiste à dire, moi, ton article de 5 minutes, j'ai que 1 minute pour le lire. L'IA va réduire l'article pour qu'il soit condensé en 1 minute. L'article, j'ai que 10 secondes pour le lire. OK, bah, l'IA va faire une phrase pour me le synthétiser, pour que je puisse le lire en quelques secondes. Et la compression de texte, c'est quelque chose qui va être très utilisé, notamment sur les sites médias, et inversement, avec l'élaborateur, quelqu'un qui dirait, bon, bah, moi, j'ai pas 5 minutes, j'ai 10 minutes, on peut tout à fait développer. Donc, vous imaginez, les contenus qui sont générés, ils peuvent s'adapter en fonction de l'attention du lecteur. L'épanouisseur, c'est quelqu'un qui sait, c'est des systèmes d'IA qui savent que là, vous avez un intérêt commun, je ne sais pas moi, sur la géologie, et qui sont capables d'aller chercher dans le texte des nouvelles expertises et de rajouter ces informations voilà, pour un expert. Parce que peut-être que le texte, par défaut, il était trop simple. Et le paraphraseur, donc là, tout le monde connaît, ça consiste à reformuler. Donc ça, c'est juste sur les modificateurs de texte. Ensuite, les générateurs de contenu, donc vous l'avez compris, le générateur de texte, le restructurateur de texte, on peut aussi générer du code, on peut générer des images, on peut générer des vidéos. Et il y a aussi ce qu'on appelle le compléteur. Donc le compléteur, c'est tous ces mécanismes qui sont capables de rajouter des informations pertinentes à des endroits possibles, notamment le SEO. Le SEO, souvent, on avait besoin de rajouter des mots-clés, etc., certaines. Le compléteur, ça peut être aussi rajouter des balises HTML à certains endroits stratégiques. Donc ça, l'IA est très très forte pour faire ceci, comme rajouter les bons liens entre les articles, etc. Donc dans la génération de contenu, à l'heure actuelle, il n'y a aucune limite. Moi, la semaine dernière, je voyais encore de la génération de bandes dessinées, de la génération de mangas. Maintenant, on arrive même à générer des films. La seule limite, c'est l'imagination. Alors, vous doutez bien que pour la BD, du manga, des films, bien entendu, il y a du montage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une succession d'images, et après, il faut utiliser Photoshop ou des technologies plus modernes pour faire un bon assemblage, pour que ce soit digeste pour la diffusion. Ensuite, on a tout ce qui est analyseur de texte. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Avant, il fallait faire du machine learning, il fallait avoir des data scientists. Maintenant, on est capable de classifier des textes avec un prompt. Qu'est-ce que c'est un prompt? C'est juste une instruction. Donc, vous lui donnez, par exemple, 10 000 textes. Vous lui dites sur les 10 000 textes, bah, moi, j'ai telle catégorie. Arrange-moi tous mes textes et ça va les classifier automatiquement. L'extracteur, c'est sûrement la plus belle valeur de l'IA générative. Quand on parle, quand on écrit des textes, quand on fait des commentaires, on a ce qu'on appelle les données non structurées. Et c'est absolument impossible de les stocker dans des bases de données, parce que les données non structurées, bah, d'ailleurs, il faut être capable d'extraire, OK, l'auteur, c'est un tel ou une telle, c'est telle date, il parle de tel sujet, à tel moment, avec telle émotion. L'IA générative est absolument incroyable pour extraire des informations d'un texte, quelle que soit sa langue. Donc, le synthétiseur, vous devinez, ça consiste à savoir résumer n'importe quel texte. Le traducteur, donc à l'heure actuelle, ça fonctionne très bien dans une quarantaine de langues, et on pense que dans un futur proche, ça va s'accélérer. Juste pour info sur le traducteur, moi, toutes mes formations en français, je les ai données à l'IA générative, qui a pris ma voix et qui l'a transformée en anglais, donc en plus dans un anglais bien prononcé, bien parlé, et donc ça fait gagner énormément de temps. Et le vérificateur de faits, donc c'est quelque chose qui ne s'utilise pas seulement avec l'IA, c'est-à-dire que ça s'appuie aussi sur des bases de connaissances, mais dans un texte, on est capable maintenant de vérifier que tout ce qui est dit est vrai. Et donc là-dedans, il y a beaucoup d'applications pour l'IA, justement pour ChatGPT ou ce qui va se retrouver sur un moteur de recherche pour être sûr que ce qui est généré, c'est vrai. Et après, vous allez voir, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec l'IA.
Surligneur, donc on est capable de mettre en avant certaines idées intéressantes. L'illustrateur, donc créer des illustrations par rapport au texte. Donc là, j'ai eu des questions sur Midjourney. Le stimulateur d'idées, donc ça a été très utilisé depuis 2 ans, où l'IA est capable de brainstormer. Encore une fois, elle vous propose une vingtaine d'idées, mais c'est l'humain qui va aller chercher l'idée la plus pertinente. Et l'ajusteur de tonalité, ça existe depuis le début, avec la détection de sentiments. Par exemple, vous pouvez transformer n'importe quel triste en texte heureux, etc., etc. Donc là, peut-être prendre quelques questions, parce que j'en vois passer avant de continuer. Oui, alors, donc on a une question de Noémie. Je suis novice dans ce domaine et je me demandais quelles opportunités peut apporter l'IA dans un métier créatif. Tu y as plus ou moins répondu tout à l'heure, tu as donné un exemple. Oui, j'avais répondu tout à l'heure, et avec le designer, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, là, on en a parlé, les séances de brainstorming, ça veut dire que ça peut donner des idées. Ensuite, on peut avoir des IA qui vont générer des designs, des images, etc. J'ai peut-être un exemple encore plus concret. C'est tout simplement quelqu'un qui a créé une startup qui aide donc les créateurs de jeux vidéo à pouvoir tester rapidement des personnages. Et c'est vrai que l'IA générative, c'est génial parce que vous créez un personnage et puis après, vous pouvez en fait changer les formes, les textures, les vêtements, etc. Là où avant, c'était très, très long et laborieux. Et donc, c'est une technologie qui va notamment se développer pour les jeux vidéo et pour le cinéma. Donc, faut vraiment voir ça comme donner des idées. Très bien, merci. Et ensuite, on a une question de Malik. Je vais travailler dans une entreprise médicale en tant qu'alternant et ma mission sera de développer une application avec une IA. J'aimerais savoir si vous avez des conseils car elle part de zéro. Ok. Alors, si on part de zéro, déjà, pour le médical, il va falloir absolument éviter les technologies propriétaires. Parce que les technologies propriétaires dans le médical, ils ont été entraînés sur tous les contenus qui existaient sur Terre. Donc, c'est-à-dire le médical aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc., et dans toutes les langues. Et ce qui se passe, c'est que l'IA, en fait, c'est génial, elle connaît tout, mais elle peut mélanger des médicaments français avec des médicaments américains. Et des fois, il y a pas les mêmes traitements selon les hôpitaux. Donc, en fait, si un projet aussi critique et un projet aussi sensible, il faudrait être dans la capacité de réentraîner son propre modèle sur exclusivement des données françaises pour être sûr justement de contrôler cette IA. Et après, donc ça ne sera pas une mince affaire. Réentraîner une IA, ça coûte encore aujourd'hui extrêmement cher. Et après, il y a des techniques que je développe avec ma startup qui consistent à prendre des IA open source et à les fine-tuner, ça veut dire à les réentraîner avec des connaissances spécifiques dans un domaine et mettre, je ne vais pas détailler, mais tout ensemble un protocole de logiciel qui vérifie voilà, que le contenu qui est généré, il répond par exemple vraiment à un hôpital français. Parce que là, le danger, encore une fois, c'est que si l'IA ne sait pas, elle invente. Et des fois, elle invente tellement bien que c'est difficile pour quelqu'un qui est non expert de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Donc, le médical, voilà, je mettrais la plus grande prudence. Alors, je ne suis pas fier de ma réponse, mais c'est sûrement le sujet le plus compliqué à traiter du moment avec l'IA générative. Merci Vincent. Il n'y a plus d'autres questions Oui. pour l'instant. Alors, je vais reprendre pour donner encore plus d'idées. Donc, comment devenir un prescripteur d'IA? Le plus important, donc j'ai entendu là les questions, c'était hyper intéressant, c'est mettre en place une routine IA. Et mettre en place une routine IA, c'est qu'aujourd'hui, là, je vous ai donné le champ des possibles. Il faut en prendre un. Par exemple, OK, générer du code. Générer du code, est-ce que ça va me faire gagner du temps dans mon quotidien? Et il faut essayer de placer voilà, cette petite routine IA sur un process bon, vraiment très précis. Faut pas essayer de mettre de l'IA sur tout. Ça fonctionne pas et c'est pas productif. Donc moi, par exemple, à l'heure actuelle, maintenant, mes posts LinkedIn, je sais que ça me prenait beaucoup de temps avant. Maintenant, je donne des idées, l'IA me prépare la trame et après, je réécris et je poste sur LinkedIn. Donc,
globalement, ça peut me faire gagner 2 heures par semaine. Vous voyez, une routine parfaitement identifiée. Idem, l'IA est capable de répondre capable non seulement de répondre, mais aussi d'identifier tous les mails qui sont utiles. On est fortement spammé. Le meilleur anti-spam, c'est l'IA générative parce qu'elle connaît vos critères, elle a été entraînée. Donc là, c'est des moyens très spécifiques, mais pareil, ça fait gagner beaucoup de temps. Si on peut éviter toutes les interruptions de tâches qu'on a tous les jours, c'est bénéfique. Et une fois que vous avez identifié une tâche, vous allez préparer vos tests. Encore une fois, il ne faut pas faire confiance, ça va dépendre de votre domaine. Peut-être que des fois, la génération de code, ça va très bien fonctionner. Peut-être que des fois, la génération de code, ça va vraiment pas du tout fonctionner. Donc, il faut absolument tester et pas faire un test. Moi, je recommande souvent d'en faire une dizaine pour valider aussi que ça fonctionne. Sachez aussi que si vous utilisez des modèles comme ChatGPT, la qualité n'est pas constante. C'est-à-dire que parfois, ils font des mises à jour et le modèle s'effondre en termes de qualité parce que ça leur coûte très cher, parce qu'ils essayent d'intégrer des nouveaux domaines. Et comme c'est des modèles qu'on appelle boîte noire, donc si c'est votre IA, donc là, il y a pas de souci de perte de qualité, que c'est vous qui allez la mettre à jour. Par contre, faites attention de, un, avoir vos tests et deux, tester peut-être une fois par semaine, une fois par mois pour vérifier qu'il n'y a pas de cette perte de qualité. Et après, sur la mise en place de processus concrets, donc là, il y a des outils tech ou des outils non-code. Donc, si vous savez développer, vous pouvez facilement faire des scripts en Python, etc. Par contre, si vous ne savez pas développer, et ça, c'est aussi ce que j'ai mis dans ma formation LinkedIn Learning, vous pouvez utiliser Zapier ou Make, où maintenant, il propose des blocs où vous allez connecter vos données. Par exemple, vous allez aller sur Google Drive. Sur Google Drive, vous allez récupérer l'intégralité des documents. Vous allez faire un résumé. Vous allez vous l'envoyer par email. Et tout ça avec des clics. Donc, sans aucune connaissance. En plus, il y a plein de startups qui sont en train de construire des workflows no-code où maintenant, je pense que les freelances, ils vont pouvoir déployer on va dire, des workflows, on va dire des flux de travail de plus en plus complexes pour les aider dans leur activité. Donc globalement, en devenant prescripteur d'IA, vous allez pouvoir faire plus en moins de temps. Donc tout le monde est gagnant. Même votre client, il est gagnant parce que finalement, vous allez pouvoir prendre plus de clients. Donc ça, c'est hyper important. Et retenez bien cette phase de test parce que en ce moment, il y a un peu la mode des prompts. Utiliser l'IA, c'est pas simplement écrire des prompts. Sachez que quand on écrit un prompt, parfois il suffit de changer un mot et vous pouvez avoir un résultat complètement différent. Donc non, c'est faire des tests, sélectionner la bonne IA et l'inclure dans un workflow avec des garde-fous. Parce que vous imaginez, quand l'IA va jusqu'à envoyer des emails à votre place, vous avez vraiment intérêt à être sûr de ce qui est envoyé. Les études des cas, donc là, ça va être la dernière grande partie, puis après, je reprendrai vos questions. J'ai voulu vraiment vous donner des exemples hyper précis pour développeurs, création de contenu et aussi, on en a un peu parlé, la génération de templates. Pour le développeur, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est même mis en place par de nombreuses entreprises. Il y a une tâche qui prend énormément de temps, c'est la relecture du code. Donc, l'humain, par exemple, est en train de préparer une nouvelle fonctionnalité. Et après, souvent, on avait un autre humain qui venait relire son code et valider que tout était correct. Donc là, on a développé une IA qui se connecte à GitHub, qui analyse le code et qui fait des suggestions pour l'améliorer. Ça a été amusant parce que cette IA a été accueillie sur Slack. Tout le monde lui a souhaité la bienvenue. Et c'est là où il y a cet anthropomorphisme qui est en train d'apparaître, c'est qu'elle nous rend des tels services qu'on a envie de la remercier. Et au final, cette IA est mise en place et elle est ultra efficace parce que ça vous fait gagner facilement 2 à 3 heures par semaine juste sur de la relecture. Et encore là, je parle d'une petite PME où il y a très peu de développeurs. Imaginez pour un grand groupe avoir quelque chose qui est capable de relire le code. Alors comment ça fonctionne en quelques mots? En fait, il faut que l'IA connaisse l'intégralité du code qui a été fait avant. Donc, ça oblige à utiliser des modèles
sur mesure et personnalisé à l'entreprise, parce qu'encore une fois, il est hors de question de prendre tout le code qui est développé par une entreprise et l'envoyer sur les serveurs américains qu'on ne contrôle pas. Donc là, on est sur des IA privées qui restent en local et qui sont capables de relire le code avec des capacités hors du commun. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné, ces IA, elles fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et elles font cette tâche qui peut être très rébarbative de relire le code essentiel, détecter des failles de sécurité, détecter des problèmes dans les fonctionnalités, anticiper des bugs, etc. Sur la création de contenu, donc là, on quitte le monde de la tech et on arrive plutôt dans le monde journalistique. Souvent, on a été confronté à des médias. Il y a vraiment deux écoles. Il y a les écoles qui refusent complètement de générer des textes avec l'intelligence artificielle. Donc ça s'entend par rapport à leur marque, par rapport à leur histoire, par rapport à leur métier. Il y a des journalistes qui disent OK pour céder de l'IA pour générer des trames, etc. Par contre, on s'est rendu compte, et c'était tout à l'heure la question sur la créativité, qu'il y avait un point commun entre ces deux écoles, c'est qu'ils avaient besoin d'idées pour être capables de détecter des sujets à fort potentiel. Sachez que maintenant, il existe des IA qui sont capables de trouver des sujets qui n'ont jamais été pensés par l'humain, parce qu'ils sont capables de croiser on va dire, différents domaines. Et là où c'est génial, c'est que avant, pour trouver des idées, c'est simple. On allait sur Google, on regardait les premiers résultats, on disait oui, ça fonctionne, on va essayer d'écrire à peu près la même chose. Maintenant, l'IA se branche sur la base de connaissances. Donc, par exemple, la plus connue, c'est Wikidata. Donc, elle a l'intégralité des connaissances humaines. Et par rapport aux articles qui ont déjà été écrits, elle est capable de croiser des sujets et de trouver des nouvelles idées. Et ce générateur d'idées, donc quelle que soit, encore une fois, l'école, IA ou anti-IA, elle est juste primordiale pour des journalistes. Et en plus, c'est même capable d'aller jusqu'au brief. Donc, dire, moi, je serais capable moi, je conseille d'écrire le contenu de telle façon. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc on peut s'attendre, non seulement, j'en ai parlé tout à l'heure, à des sujets de plus en plus personnalisés en fonction de son lecteur, mais surtout à des sujets de plus en plus intéressants. Et le dernier, donc j'en ai parlé, mais ça va être une redite, c'est la génération de templates par Midjourney. Imaginons que je veux concevoir un site e-commerce. J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Donc, je sais juste que je veux vendre des machines. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je veux vendre des distributeurs de bonbons. J'ai aucune idée de quel site, etc. Quelque chose ludique, quelque chose pour les enfants, quelque chose pour les professionnels. En fait, ce qu'on peut faire, c'est dire à l'IA, donne-moi 50 exemples qui traitent différents personas. Et après, on va commencer à avoir une idée de ce qu'on veut. On peut demander de l'IA de faire ce qu'on appelle des variations. Donc ça, ceux qui utilisent Midjourney, vous verrez, c'est très facile de demander des variations. Et ça va vous donner des idées d'un style, d'un modèle. Et après, ça va devenir beaucoup plus concret pour écrire un brief et pour le confier à un freelance. Et c'est avec le freelance, voilà, comme pour tous les sujets que j'ai dit avant, qu'on est capable de sélectionner les meilleures idées et encore améliorer le design. Donc là, j'ai pris 3 grands sujets. Je prendrai peut-être encore une ou deux questions. Si jamais il y a d'autres sujets là qui sont ni tech, ni média et ni designer, est-ce qu'il y aurait des questions sur encore des nouveaux sujets? Oui, il y a des nouvelles questions. Une deuxième vient d'arriver. Alors, question de Julia. Donc, l'IA qui est capable de faire des retours sur la qualité du code et les failles de sécurité, peut-elle aussi faire des retours sur l'aspect métier du code et si on lui fournit des informations pour? C'est une très bonne question et je pense que alors ça serait pas du tout le même type d'IA. En fait, à chaque fois, on va spécialiser. On va spécialiser parce que elles vont pas se nourrir des mêmes data. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un agent. Donc, on va avoir un agent qui est spécialisé dans la relecture du code. Et là, oui, effectivement, on va avoir un agent qui va être capable de comprendre tout simplement les composantes métiers. La question, elle est hyper intéressante parce que depuis la semaine dernière, on a GPT-4V qui est sorti.
Et GPT-4V, il est capable d'analyser une image. Hier, j'ai pris une mind map qui a été dessinée par ma fille, qui était ultra complexe, avec des branches dans tous les sens, écrites à la main. Je l'ai montré à la machine, et la machine a intégralement compris l'entièreté de la mind map. J'étais stupéfait parce qu'il y avait même des parties dessinées. Donc en fait, la question, elle est pertinente. Donc ça serait une autre type d'IA, où elle regarderait par exemple l'interface qui est générée. Est-ce qu'elle répond aux contraintes métiers qu'on s'était fixées? Et elle serait en plus capable de faire des suggestions en disant bah non, là, le menu il devait être à gauche, il s'est retrouvé à droite, etc. Le menu il est trop grand, cette image-là, elle est trop petite, il manque telle fonctionnalité pour se déconnecter sur cette page. Et effectivement, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc, c'est une très, très bonne idée. C'est pour ça que j'aime bien intervenir en direct. On se donne des bonnes idées entre nous. Une autre question de la part de Léo. Une œuvre artistique entièrement faite par une IA peut-elle être considérée comme originale et donc éligible aux droits d'auteur? Alors, hélas, ça a tranché. Je vais parler pour les États-Unis et aussi pour la France. C'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est créé par une IA, ça n'appartient à personne. Donc, il y a même eu des procès aux États-Unis avec quelqu'un qui avait gagné un concours d'art avec l'IA générative. Alors, où c'est un peu désolant, c'est que cette personne, elle avait écrit, je ne sais plus, une quarantaine de prompts, elle avait fait 400 retouches, mais comme le travail venait voilà, d'une IA générative, elle appartient à personne. Donc, pour simplifier, si vous générez une vidéo, du texte, des images avec l'IA générative, tout le monde peut l'utiliser. En France, là, il y a un projet de loi qui a été déposé qui veut aller encore un peu plus loin, qui consiste à dire que tout ce qui est généré par l'IA générative, alors attention, ce n'est pas voté, c'est une proposition, appartiendrait à ceux qui ont servi à nourrir cette IA générative, donc à toutes les œuvres. Alors, d'un point de vue pratique, ça me paraît très compliqué à mettre en place, mais c'est des projets de loi. Donc, en ce moment, la réponse est non, mais c'est en pleine réflexion et ça tombe dans quelques mois. Voilà, on aura peut-être changé d'avis. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'était la dernière. Il y avait une Ok. question de Malik à laquelle j'ai répondu. Il y a bien un replay à la fin qui sera disponible sur ce même lien. Et également, on vous le renverra dans la semaine. Ça renverra vers notre chaîne YouTube où il y aura toute la session. Ok, parfait. Donc là, on arrive sur la fin. J'ai été un peu plus vite que prévu. C'est hyper important, c'est le côté éthique. Ça veut dire que là, on a parlé énormément de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. On a vu les opportunités, les menaces. Donc, je pense que tout le monde a vu les opportunités. Tout le monde a vu aussi que les menaces sont réduites, surtout pour les freelances. Mais en termes d'IA, c'est vraiment le même principe pour la consommation. C'est que la question d'avant, elle était géniale, la transparence. Il ne faut pas utiliser d'IA qui ne respecte pas le droit d'auteur. Parce que pourquoi les IA ont tout simplement, pas toutes, hein, mais quelques-unes, ont complètement bafoué le droit d'auteur. Sachez que dans la science, il y a une partie de la science qui autorise, pour des raisons c'est-à-dire scientifiques ou expérimentales, la fouille de données. Et quand vous utilisez la fouille de données, vous n'êtes pas obligé de respecter le droit d'auteur. Et donc, ce qu'ils se sont dit au début, c'était un projet scientifique. On va prendre toutes les images, on va prendre tous les textes, on va prendre tous les vidéos et on va montrer qu'on est capable, voilà, de générer des textes de qualité. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pour la simple et bonne raison que les IA, à l'heure actuelle, ne sont pas capables de comprendre le monde réel. Donc, en fait, on a utilisé des méthodes brute force. On a pris un maximum de connaissances pour le donner à une IA et pour la rendre super intelligente et lui faire répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, je pense que la transparence, donc Meta a commencé en disant les datasets d'entraînement, c'est ceci. Stable Diffusion s'est mis aussi à la page. Donc, Stable Diffusion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un modèle de génération d'images. Donc, la première version était complètement illégale. C'est-à-dire, elle se basait sur des œuvres où ils n'avaient pas du tout les droits. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais on les a menacés d'un procès à 1 milliard de dollars. Donc, depuis, ils ont créé en fait des IA qui respectaient le droit d'auteur.
Et cette transparence, elle est très, très importante quand vous allez utiliser une IA. Alors juste revenir aussi sur, cette transparence parce que moi j'ai vraiment envie d'aller dans le détail. Il y a quelques minutes, je vous ai dit: «Un texte généré, il appartient à personne». Donc c'est-à-dire qu'une image générée n'appartient à personne et quel que soit le mécanisme que vous allez trouver, les nouvelles IA, en fait, utilisent les anciennes IA qui ont généré, des œuvres, donc plus ou moins proches, pour se nourrir. Et donc, on se rend compte que la principale difficulté, c'était de créer une IA qui était capable de générer du contenu de qualité, parce qu'ensuite, après, derrière, vous mettez une IA qui se réentraîne sur du contenu généré et la boucle est bouclée. Donc oui, les IA vont devenir de plus en plus transparentes, mais oui aussi, le mal est fait. On ne pourra jamais contester qu'elles se sont basées sur du travail humain sur les 200 dernières années. Ensuite, donc ça, c'est sur la transparence. Le bien-être social et environnemental, sachez qu'il y a des IA qui consomment ce qu'on appelle du GPU. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des grosses cartes graphiques et qui consomment énormément d'énergie. Là, ça devient un critère extrêmement important avec tout ce que vous savez autour de réchauffement climatique, etc., de privilégier des IA non énergivores. Et aussi, non énergivores, et j'ai mis en même temps bien-être social, qui respecte le travail humain. Encore une fois, deux écoles. Il y a ceux qui vont utiliser l'IA pour réduire les coûts, donc tout simplement essayer de gagner le maximum d'argent avec le minimum de personnes. Donc on voit bien que même avec les IA les plus sophistiquées d'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Par contre, moi, ce que je vous ai présenté, c'est utiliser l'IA comme un relais de croissance. Trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles missions, trouver comment faire mieux et, euh, et dans plus de domaines. Je vais reprendre le cas de ma formation en français. Ma formation en français, donc là, avant, j'avais 2 semaines de travail pour la basculer en anglais. Maintenant, en 3 heures, j'ai tout basculé en anglais. Donc, la traduction des textes, des exercices, le doublage en automatique, automatiquement posté. Là, je l'ai mis sur Udemy. Mais sachez que maintenant, je sais qu'en 3 heures, je peux avoir cette même formation en italien, en espagnol, en allemand. Et là où c'est génial, c'est que ça peut permettre à des freelances ou à des boîtes françaises de s'exporter beaucoup plus facilement et surtout de recycler des anciens contenus. Le troisième point, la diversité, la non-discrimination et l'équité. Sachez que selon l'IA que vous allez utiliser, il peut avoir des biais cognitifs plus ou moins importants. Donc, par exemple, si vous utilisez une IA chinoise, tous les concepts de démocratie, ça n'existe pas. Et idem, si vous utilisez des IA américaines, elles peuvent être profondément apolitiques. Et donc, en France, il va y avoir des initiatives, etc. Au final, nous, ce qu'on recommande, et c'est ce que vous pourrez voir avec ce QR code, c'est qu'on a créé une startup qui permet d'avoir des IA privées et sur mesure. La vision qu'on a eue et qu'on a pensé il y a 2 ans, c'est que là, à l'heure actuelle, vous avez l'impression qu'il y a 2 grandes IA. Il y a l'IA de Google, qui s'appelle Palm 2, et il y a l'IA de Microsoft, qui derrière, c'est OpenAI, ChatGPT ou GPT-4. Mais sachez que la vision qu'on a eue, c'est qu'il ne va pas avoir 2 grandes IA. En fait, on ne peut pas dépendre de grandes sociétés. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que dans un futur proche, d'abord, chaque grande entreprise va avoir sa propre IA. Mais après, et c'est ce que je vous recommande aujourd'hui de faire, c'est commencer à regarder, chaque freelance aura sa propre IA et une IA customisée par rapport à son savoir-faire, par rapport à ses projets, par rapport à ses envies et son potentiel. Et il y a même le créateur d'Internet qui disait d'ici quelques années, il y aura même une IA par foyer. En fait, IA, intelligence artificielle, ça ne veut absolument rien dire. On devrait les renommer en super assistant personnel, où c'est des choses qui vont nous aider à faire des tâches quotidiennes et à gagner du temps. Et après, la sécurité des données. Donc, c'est peut-être un point technique, mais pourquoi on insiste et pourquoi j'insiste sur avoir une IA privée, c'est que vous devez imaginer qu'à chaque fois que vous envoyez des données à ChatGPT, potentiellement, il peut les récupérer pour entraîner son modèle. Et on a eu au début de ChatGPT, il y a eu des fuites monstrueuses où il y a des développeurs, donc une très, très, très grande société
qui ont balancé du code, qui s'est retrouvé dans ChatGPT et qui a été redistribué à d'autres personnes non sollicitées. Donc voilà, moi je vous ai vraiment montré est-ce que c'était une opportunité ou une menace. Donc là, encore une fois, il y a ceux qui vont voir que les opportunités, il y en a qui vont voir que les menaces, il y en a qui vont voir les deux. Donc moi, j'essaie de développer votre esprit critique. Mais ces 4 points-là, sur quel type d'IA il faut utiliser, c'est vraiment là où va se jouer le futur des emplois, etc. Parce que plus il y aura de personnes qui vont tendre vers dire non, cette IA, elle ne respecte pas le bien-être social, il ne faut pas l'utiliser, ça fera toute la différence pour le futur.